Il est clair maintenant que les Européens sont dans une position difficile. Ils ont été comme la petite poche intérieure de l'oncle Sam pendant tout ce temps. Mais maintenant, il y a un autre shérif en ville. Et le nouveau shérif dit « Les gars, je ferai tout, mais vous paierez pour ça. Allez les 27, augmentez vos dépenses de défense et ensuite nous parlerons. » Ils doivent alors sortir de leur zone de confort, mais ils le font en adoptant une attitude militariste très agressive. Nous entendons M. Macron parler d'un parapluie nucléaire pour l'Europe. Cela semble très dangereux. Chaque mot pèse dans cette déclaration, et ça vaut la peine même de bien comprendre le verbatim. Les Européens ont été dans la petite poche intérieure de l'oncle Sam. Maintenant, il y a un autre shérif en ville. Les gars, je ferai tout, mais vous paierez pour ça. Allez les 27, augmentez vos dépenses de défense et ensuite nous parlerons. Et ensuite, cette attaque contre l'Europe, attitude militariste très agressive et attaque spécialement contre la France. Nous entendons M. Macron parler d'un parapluie nucléaire pour l'Europe, cela semble très dangereux. Il y a là vraiment au couteau une sorte d'attaque très frontale. Oui, c'est très intéressant parce qu'il y a deux étapes dans le raisonnement de Peskov. D'abord un constat. Effectivement, comme dit le vrai mage du Kremlin, Surkov dans son interview à l'Express, avant les Européens avaient un protecteur et pas d'ennemis, et ils se réveillent un beau matin, ils ont un ennemi et pas de protecteur. Et effectivement, ça commence à faire beaucoup, et ça commence à être inquiétant. Et autant Peskov se réjouit de cette première partie, mais après, il dit mais les Européens réagissent pas comme ce qu'on pensait qu'ils allaient faire, c'est-à-dire qu'ils sont pas en train de devenir pacifistes, non, ils se réarment, ils veulent être offensifs, et surtout, parce que je pense qu'il a ça en tête, ils veulent mettre des troupes à eux en Ukraine pour garantir le cessez-le-feu et donc empêcher les Russes d'aller plus loin. Et je pense que c'est ça ce qu'il a vraiment en tête. C'est d'essayer de dire aux Européens, n'essayez pas de déployer des troupes en Ukraine parce que nous ne l'acceptons pas. Il y a une jubilation dans cette séquence, je ne sais pas si ça vous frappe, on sent Peskov là jubile, il y a quelque sorte comme une jouissance. Oui, il y a une jubilation, il y a de l'ironie, il y a une jubilation parce que le ton est complètement changé vis-à-vis de la France. Parce que avant, comme disait Michel Goya, c'était le dialogue qui était de mise. Et ils s'attendaient en fait pas du tout, les Russes. Le Kremlin ne s'attendait pas du tout. Après la réélection de Donald Trump, ils pensaient que ça allait suffire pour en arriver là où ils veulent arriver. Et subitement, ils voient que du côté de Macron et également de la Grande-Bretagne, il naît une coalition, il naît un discours différent qu'ils qualifient de belliqueux. Effectivement, nous sommes à leurs yeux des va-t-en-guerre. Ce côté, vous êtes seuls. Ils regardent vraiment les Européens en leur disant « Ah, vous êtes seuls ». Et ça résonne évidemment. On peut penser que c'est une menace en disant « On ne s'intéresse pas à vous ». Là où ça fait mal. Hein. Oui. Mais c'est aussi une menace en disant « Vous êtes maintenant à notre merci ». Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que d'abord, on dit que les Américains reprennent le narratif russe, mais maintenant, on a des Russes qui reprennent le narratif américain et s'interdisent désormais de critiquer les États-Unis. Ça y est, les États-Unis qui étaient l'ennemi principal et les Européens qui étaient des vassaux, effectivement, qui comptaient assez peu d'un seul coup. Bon, il n'y a plus d'ennemi principal. Donc, qu'est-ce qui reste ? Il reste les Européens. Donc, on a changé, on change de cible. Pour reprendre encore la métaphore des années 30, c'est comme en 1939, lorsque Moscou appelle les partis communistes en Europe et dit voilà, hop, attention, on change d'ennemi. L'ennemi, c'est plus les fascistes. Maintenant, on est devenus copains. L'ennemi, ce sont les démocraties européennes. Donc, feu sur les démocraties européennes. Et en revanche, vous aidez autant que possible l'Allemagne nazie dans son effort. La notion de mot d'ordre, il faut rappeler à quel point, en France, effectivement, pour le Parti communiste français, qui a été très courageusement contre les nazis à partir d'une certaine date, mais qui, avant ça, était massivement aux ordres, c'est-à-dire suivait la ligne du pacte germano-soviétique. Oui. Alors, il y a eu des troubles quand même à l'intérieur du Parti communiste. Il y a des gens qui quand même se sont dit bon là, ça va durer longtemps. Ça va peut-être un peu loin. Mais oui, d'un seul coup, on leur dit tiens, maintenant vous allez saboter les usines d'armement françaises en 1939. Vous allez déserter le patron du Parti communiste français qui part à Moscou, etc. Donc faisons entrer dans la discussion Sylvie Berman. Je vous en prie, Sylvie, rejoignez-nous parce que vous avez traité avec ces gens-là. Vous étiez ambassadrice à Moscou. Merci beaucoup Sylvie Berman de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si vous avez entendu cette déclaration à l'instant de Peskov qui regarde les Européens en disant regardez maintenant vous n'avez plus les moyens et en même temps vous êtes très militariste.
Oui, d'ailleurs Peskov, qui était plutôt modéré, en réalité il est la voix de son maître, mais il n'en rajoute jamais. Donc là, effectivement, il se fait un plaisir de citer en plus les propos de J.D. Vance à Munich sur le nouveau shérif en ville. Et c'est un nouveau shérif qui... c'est pas du tout sa façon de parler habituelle. Non, pas du tout, et qui va dans le sens des intérêts russes. Et puis autrement, effectivement, il y a cette... sinon menace, mais en tout cas ce mécontentement face à ce qu'il appelle le camp de la guerre en réalité. Ils doivent... Et qui est et Emmanuel Macron était visé en premier lieu. Oui, comme chef du camp de la guerre, du parti de la guerre. Du parti de la guerre, d'autant plus que c'est la France qui peut étendre le parapluie nucléaire. Sa formule, vous devez sortir de votre zone de confort. Et on sent à quel point ça lui fait jubiler de voir les Européens qui effectivement doivent sortir de leur zone de confort. Ils le disent eux-mêmes. Non, absolument, mais finalement on passe d'un mépris qui était celui de Vladimir Poutine, parce qu'on était les vassaux de Washington, et dans le cadre d'un Occident collectif. Maintenant, l'Occident collectif a disparu, puisque effectivement il y a un nouveau shérif et que émerge Emmanuel Macron. Voilà, et que le mépris malgré tout est le même. Il y a effectivement l'agressivité vis-à-vis de la France, mais c'est le même mépris, c'est-à-dire voilà, vous êtes aux ordres de Washington, vous ne pouvez rien faire tout seul. Bon, il vous dit de payer pour faire quelque chose. C'est effectivement ce mépris affiché pour l'Union européenne. Vous disiez, ce sont maintenant les Russes en quelque sorte qui reprennent le narratif américain. Il faut lire ce que dit Witkoff sur Poutine. Finalement, c'est pas un mauvais gars. Porte-parole l'émissaire de Trump. Je ne considère pas Poutine comme étant un mauvais type. C'est une situation compliquée, cette guerre, et tous les ingrédients qui y ont conduit. Il donne le ton en disant en fait Poutine est plutôt un brave gars, quoi. Là, il y a une convergence de vues entre le Kremlin et la Maison-Blanche qui fait que nous, Européens, en tous les cas de ce côté-ci, et Ukrainiens, nous dirigeons très très rapidement vers un moment, pour reprendre les termes de Peskov, effectivement très inconfortable. Parce que les Ukrainiens sont en ce moment même en train de faire semblant de croire à l'impartialité de l'arbitre américain. Ils sont obligés. En réalité, le jeu, me semble-t-il, je ne sais pas, je suppose, que c'est de ne pas trop rapidement se mettre les Américains à dos jusqu'à ce qu'ils finissent de livrer ce qui avait été débloqué sous l'administration précédente, puisque l'actuelle n'a débloqué aucun fonds à l'endroit de l'Ukraine. Une fois que cela sera terminé, qu'a demandé Vladimir Poutine? Une de ses demandes les plus insistantes, que cessent les livraisons d'armes occidentales. Les Américains sont déjà dans ce registre. Quand les Européens vont dire non, nous allons continuer à nous tenir aux côtés de l'Ukraine, là on va avoir un moment de vérité avec un grand V. C'est vrai. Et que feront les Européens à ce moment-là? J'ose espérer qu'ils seront du bon côté de l'histoire. Et j'ai rappelé tout à l'heure 2 images qu'il faut mettre côte à côte, Soudja d'un côté et Boutcha de l'autre. Choisissez votre camp. On peut se poser la question, parce qu'en particulier avec le Royaume-Uni aura du mal à couper les liens avec les États-Unis. Et si les États-Unis disent non, nous on veut la paix, on veut un accord, et donc on arrête les livraisons d'armes. Mais que dit Keir Starmer dans le New York Times? Ça, c'est très intéressant. Il dit, je le cite, nous savions tous que ce moment allait arriver. Et donc il dit effectivement que lui, pour l'instant, comme les Allemands, il est sur la piste des 2 assurances-vie. Nous n'appelons pas à rompre ou à renoncer à l'aide, à l'appui, à l'alliance avec les États-Unis, mais, réapprenons en tant qu'Européens à travailler ensemble. Et je pense que le binôme Macron-Starmer est tout à fait sur cette ligne. Elle est un peu plus confortable pour le président français, qu'effectivement pour Keir Starmer. Il dit aussi qu'il faut ménager la relation avec les États-Unis. Il le dit dans le même interview. Les Américains vont mettre Trump à dos. Les Américains vont plus loin encore. Ils disent non seulement que Poutine finalement est quelqu'un de fréquentable à leurs yeux, mais ils contredisent tout à fait l'idée européenne qu'il est un danger pour l'Europe de l'Ouest. Pas du tout, dit-il. Il va se contenter de sa zone d'influence. Il ne veut pas aller plus loin. Je ne crois pas au fait que Poutine veuille envahir l'Europe. La situation est très différente de la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas l'OTAN. Vous avez des pays qui sont désormais armés. Je prends donc Vladimir Poutine au mot. Voilà, là on voit, autant quand il cite les territoires occupés, il a l'air s'en fiche, il ne les connaît même pas par cœur, autant là son argumentaire est construit, on est d'accord ou pas, mais il dit voilà, la grande différence historique c'est qu'à l'époque il n'y avait pas l'OTAN, maintenant il y a l'OTAN.
C'est le porte-parole de Vladimir Poutine, Peskov, Witkov. Plus ça rime, c'est merveilleux. Elle est troublante, cette phrase, parce qu'en réalité, je commence à traduire le Witkov, en tous les cas dans mon esprit, comme je traduis le Peskov. C'est-à-dire qu'il faut toujours prendre exactement l'inverse de ce qu'il est en train de dire. Et c'est là qu'est la vérité, puisque le mensonge est consubstantiel dans la pensée et la pratique du pouvoir poutinienne. Et donc c'est une phrase qui me glace le sang, parce qu'il est, au nom de Vladimir Poutine, en train de dire « Ne vous inquiétez pas, Européens, en plus vous êtes bien armés ». Mais qui assure la défense des Baltes ? Qui, au nom de l'article 5, est censé intervenir aux côtés des Baltes ? Qui fait que cet article 5 pèse aussi lourd qu'il a pu peser jusqu'à ce que votre patron, M. Witkov, le remette en question en questionnant notre loyauté, notamment à nous, Français, oubliant au passage le 11 septembre et nos morts en Afghanistan. Colonel, Guillaume. Oui, alors le 11 septembre, les Russes aussi s'étaient portés au secours des Occidentaux, donc c'était pas seulement dans l'OTAN. Moi, je pense que il n'est pas exclu que Witkov soit sincère, en fait. C'est-à-dire qu'il pense que la Russie... Bon, d'abord, c'est pas un idéaliste. Le gars, c'est un promoteur immobilier américain. Il a construit un empire d'1 milliard de dollars à Chicago et à Dallas, entre autres. Donc, vous imaginez que le type, il doit avoir quand même pris l'habitude de se méfier. En plus, c'est un ami de Trump, donc ça commence à faire beaucoup. Simplement, là, effectivement, il dit, bon, de toute façon, l'Ukraine va repasser sous le contrôle russe. Je pense qu'au fond de lui-même, il est persuadé qu'ils n'auraient jamais dû vouloir s'émanciper et que, pour le reste, peut-être que la Russie va faire de la déstabilisation, mais il ne croit pas à une offensive militaire. Et en fait, il n'est pas le seul. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la menace russe, elle est réelle dans la mesure où les intentions hostiles de Poutine ne font aucun doute, mais Poutine n'est pas en état de mener une offensive militaire contre des pays de l'OTAN. Et la meilleure preuve, c'est que en Ukraine, il n'a pas réussi à aller plus loin que ces 4 régions dont parlait à l'instant Witkov, même s'il ne se souvenait plus de leur nom. Et pourtant, il l'a fait. Il n'était pas en état d'envahir l'Ukraine et il l'a fait. Regardez le résultat. Oui, il a avancé de 110 km. Il l'a fait. Donc il n'est pas en état d'envahir les nations baltes. Qu'est-ce qui dit qu'il ne le fera pas ? Moi, je pense que la différence, c'est que... En fait, la différence... je suis trop long. La différence de lecture entre l'enseignement militaire français et leurs équivalents américains, on avait le même état d'information sur la présence de troupes russes à la frontière de l'Ukraine. Les Américains ont dit, ils vont le faire. Les Français ont dit, ça n'a aucun sens. Ils n'ont ni les moyens matériels et humains pour le faire. Ce serait, entre guillemets, débile. Et ils l'ont fait. Oui, donc c'est pas forcément les moyens qui commandent. Mais la différence, c'est que Poutine était persuadé qu'il allait y arriver. Il était convaincu qu'il prendrait Kiev en une semaine. Il paraît que les officiers russes avaient leur tenue de parade dans le sac à dos pour pouvoir faire le défilé de la victoire à Kiev. Oui. Et entre-temps, il s'est passé quoi ? Il s'est passé 3 ans de guerre, des dizaines, peut-être des centaines de milliers de morts côté russe. Oui. Donc moi, je ne pense pas que Poutine soit un imbécile, et je pense qu'il a compris. C'est ça la différence entre 2022 et aujourd'hui. C'est qu'il y a cette résistance héroïque des Ukrainiens et le fait que les Russes, ils sont pas parvenus à leur objectif, c'est-à-dire conquérir l'Ukraine. Mais ça se termine quand même pour une victoire comme pour eux, quoi. Oui, effectivement. Donc là, les combats s'arrêtent demain. C'est pas fini encore. C'est pas fini, c'est vrai. Mais a priori, les lignes de front ne risquent pas de bouger. Mais les combats s'arrêtent rapidement. Vladimir Poutine clame victoire. Mais pardon, cet argument de Witkov qu'on entend, y compris ici, chez certains, que oui, il veut sa zone d'influence, c'est sûr. Sa zone d'influence, c'est sans doute partie de l'Ukraine, la Moldavie, peut-être les Baltes qui pourraient attaquer, mais en réalité, il ne rêve pas de manger tout cru l'Allemagne et la France. En gros, voilà, cette idée-là, elle est présente dans un certain nombre d'Européens de l'Ouest. Vous venez de passer le son, Witkov qui parle à Tucker Carlson qui dit oui, l'arrogance de ces petits pays. Là, que veut-il dire ? Mais effectivement, les petits pays, l'Ukraine est un petit pays, c'est ce qu'il pense. Et c'est ce que l'on a vu, cette arrogance des petits pays dans la tête des Américains, dans le bureau ovale, le 28 février. C'est l'arrogance personnifiée, selon eux, par Volodymyr Zelensky qui était là et qui tenait tête très courageusement à J.D. Vance et Donald Trump, qui les a suprêmement agacés et qui leur montre, justement, qui prouve qu'il y a cette arrogance-là. Mais existe. Oui ou non, est-ce que vous pensez, comme Witkov, qu'il ne menace pas l'Europe de l'Ouest, ou si ? Oui ou non ? Oui ou non ? Il n'y a pas de... Non, pas militairement. La menace, c'est les cyber, informationnels, idéologiques. Ils feront tout ce qu'ils pourront pour diviser les
Européens. Mais ça, c'était le cas toujours. C'était le cas déjà au temps de l'Union soviétique. Qui a un petit peu augmenté depuis la guerre. Sauf qu'il y a eu un moment où Poutine voulait rentrer en Europe. Il n'y aura pas d'invasion militaire. D'abord parce que effectivement, ils n'en ont pas les moyens. Parce que même s'ils vont clamer victoire, bon, c'est évident, ils ont acquis du territoire, mais ils n'ont même pas réussi à occuper tous les territoires qu'ils ont annexés dans la Constitution. Donc je ne vois pas comment ils peuvent se lancer contre l'OTAN. Mais vous voyez qu'il y a là une petite faille d'argumentation. C'est vrai que quand certains dans notre public entendront au fond, c'est même moins dangereux que sous la guerre froide, puisque pendant la guerre froide, on pensait qu'ils pouvaient militairement faire déferler les chars jusqu'à Paris. Là, vous dites non, c'est pas à ce degré-là de menace. Alors c'est un peu délicat de dire il y a une menace majeure, et en même temps dire qu'en fait elle est déjà beaucoup moins grande que sous la guerre froide. C'est une menace qui aujourd'hui est sous contrôle parce que nous avons le parapluie américain. Mais dans la perspective d'un retrait du protectorat américain, il nous faut absolument nous armer parce que les intentions hostiles de la Russie à notre égard ne font pas de doute. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas choqué du fait qu'il y ait en parallèle des négociations pour la paix en Ukraine, même si malheureusement elles se traduisent par une forme de gain pour les Russes, et puis un réarmement offensif, un réarmement massif des Européens, parce qu'il faut se préparer au jour où les Américains partiront. Il faut dissuader. Mais oui, civis pacem parabellum. Oui, de toute façon, il faut s'armer, dans tous les cas. Ouais. Non, mais il faut dissuader. La guerre. Si vous voulez, la menace russe, elle est triple. Vous avez effectué la menace sous le seuil de la guerre ouverte, c'est toutes ces actions d'influence, de pression dont on parle toujours, qui sont réelles, qui sont actuelles. Vous avez, à l'autre bout du spectre, vous avez quand même la menace nucléaire en fond de tableau qu'il ne faut quand même pas oublier. Et les armes nucléaires russes peuvent frapper la France et l'Europe occidentale. Et entre les deux, vous avez effectivement une menace militaire, une capacité militaire conventionnelle qui, pour l'instant, est absorbée en Ukraine, mais qui dans quelques années sera capable d'être réutilisée en périphérie pour faire des coups, pour attaquer l'Estonie, pour manger l'Estonie en quelques jours et placer devant tout le monde devant le fait accompli, ou l'ensemble des pays baltes, ou aller en direction de Kaliningrad, etc. Donc ces coups, alors c'est pas une invasion, ils vont pas déferler, ils n'ont pas les moyens de déferler sur l'Europe occidentale, mais ils ont la capacité de faire des actions militaires en périphérie. Ça a commencé en Géorgie, ça a continué en Crimée, ça a continué dans le Donbass, ça a continué sur l'ensemble de l'Ukraine ensuite. Donc ils l'ont déjà fait plusieurs fois dans le passé, donc ils sont pas complexés avec ça. Et tout ce que nous pouvons faire rationnellement, c'est d'essayer de prévenir et de dissuader la Russie de tenter ses coups. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il faut être musclé, il faut être fort en périphérie. Ce que la France n'a pas du mal à admettre, c'est que nous sommes unis en réalité, et que s'il faut aller dissuader, le corps d'armée qu'on avait présent en République fédérale d'Allemande pendant la guerre froide, en fait, il faudra peut-être le mettre en Pologne ou dans les pays baltes. C'est là que se situe la ligne de front maintenant. Et on voit bien que là, on est au cœur du débat, puisque c'est ce qui exaspère le plus les Russes. Effectivement, c'est la remilitarisation de l'Europe. Oui. C'est en fait leur hantise, leur obsession. Et c'est ce qui les fait beaucoup plus souffrir aujourd'hui dans la tête et plus que ça, que ce qui est en train de se passer en Ukraine. Quel est le type de domination que les Russes veulent essayer d'acquérir sur l'Europe de l'Ouest? Écoutez cette déclaration de Peskov. Elle est intéressante parce qu'il parle du changement, selon lui, que les gouvernements européens devraient opérer. Et c'est pas très clair si c'est les mêmes gouvernements ou s'il espère que les gouvernements changent. Mais tôt ou tard, ils devront écouter Trump en remuant gentiment la queue. Eh bien oui, ils doivent le faire. Mais bientôt, il y aura des poids lourds politiques qui auront une vision politique pour l'avenir. Et cette vision politique ira dans le sens d'un bon voisinage avec la Russie. Il continue à parler à l'Europe en disant « vous allez être forcés de changer, vous allez être forcés d'obéir à Trump ». Et si ce n'est pas les mêmes gouvernements, ce sera peut-être d'autres gouvernements. Sous-entendu peut-être l'AfD en Allemagne, sous-entendu un certain nombre de partis mieux disposés à l'égard de Moscou. C'est ça qu'ils ont en tête. Oui, d'autant plus que quand ils parlent de poids lourds, ils pensent très certainement à l'Allemagne. Et effectivement, en Allemagne, il y a un risque de changement à terme, parce que déjà, l'AfD a considérablement progressé. Je ne sais pas s'ils visent la France également, puisque dans 2 ans, il va y avoir des élections. Ah ouais. Oui, parce que à mon avis, l'idée, c'est n'essayez pas d'imposer votre façon de vivre et vos règles et votre éthique à la Russie, comme vous avez voulu le faire avec l'Ukraine.
Parce que regardez, c'est comme ça que nous avons réagi après Maïdan, après ces ouvertures très fortes de l'Union européenne vers l'Ukraine. Les Russes ont réagi brutalement en disant nous avons notre système. Notre système, il est autoritaire. Il permet à une minorité de s'enrichir au-delà du raisonnable. Et nous n'avons pas l'intention d'y renoncer. Donc, peut-être qu'au-delà même des considérations idéologiques, il y a cette idée qu'il ne faut plus vouloir imposer nos règles et nos valeurs aux autres pays.